Oui, merci beaucoup Alain, merci pour cette... Donc, on est très contents aujourd'hui d'être avec vous tous pour vous parler de notre projet. C'est la première fois qu'on en parle dans un atelier, donc on est très très fiers de ça. Donc, l'atelier va porter, comme Alain le mentionnait, sur les séances d'accueil synchrone en visioconférence pour soutenir la persévérance des étudiants en formation asynchrone autoportante. C'est tout un titre, mais ça dit vraiment ce que c'est. Je vous présente donc l'équipe, donc Philippe Mangerel et Sabrina Boisvert, qui sont tous deux nos super tuteurs accompagnateurs en littérature. Stéphanie Faquin, donc, qui est chargée de projet de recherche. Et moi-même, Marie-Michel Réon, je suis conseillère pédagogique et chargée de projet au secteur du tutorat. Donc, on est l'équipe aujourd'hui qui va vous présenter les séances d'accueil en vidéoconférence. Alain, j'essaie d'avancer le PowerPoint, mais est-ce que j'ai le... Faut toucher avec la... OK. Voilà. Non? Si, c'est bon? OK. Donc, je vous présente dès maintenant le plan de l'atelier. Je vais commencer par vous faire une mise en contexte du projet comme tel. Les séances d'accueil donc font partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Donc, aujourd'hui, on se concentre là-dessus, mais je vais vous faire une mise en contexte de ça. Par la suite, qui de mieux que nos tuteurs pour vous parler concrètement des séances d'accueil comme telles. Donc, Philippe et Sabrina vont vous parler du processus, des exemples également concrets. On va vous montrer également un petit montage vidéo avec nos étudiants. Et bien évidemment, notre projet est soutenu de façon très rigoureuse par le secteur de la recherche du cégep à distance, par Mme Faquin. Donc, Stéphanie va nous parler ensuite des effets des séances d'accueil sur la persévérance des étudiants. Donc, depuis le début du projet, en fait, c'est ça, on veut savoir ce qu'on fait finalement concrètement, est-ce que ça sert à quelque chose. Donc, on a déjà des données à ce niveau-là à vous montrer. Et on va terminer, étant donné qu'on est beaucoup de monde, on a décidé d'attendre à la fin pour la période d'échange. Donc, évidemment, nous, on aimerait savoir également, dans vos sites respectifs, dans vos établissements, est-ce que vous faites des choses pour accueillir les étudiants et qu'est-ce que vous faites et quelle forme ça prend? Donc, c'est le plan de l'atelier. Évidemment, n'hésitez pas pendant la présentation, si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez quand même les inscrire dans le clavardage. Donc, on va essayer de jeter un œil là-dessus. Donc, je commence par la mise en contexte. Avant d'entrer dans le vif du sujet des séances d'accueil comme telles, j'aimerais dire que les séances d'accueil, en fait, font partie de différentes mesures d'encadrement qui ont été mises en place dans le contexte du projet pilote de tutorat, qui s'est développé dans le cadre du plan stratégique du cégep à distance, visant la persévérance des étudiants. Donc, le secteur du tutorat a mis en place un projet pilote visant à engager 3 tuteurs professionnels, donc des tuteurs qui ont un statut professionnel. J'en parlerai un petit peu juste après. Pour ceux qui le savent déjà, en fait, plusieurs le savent, les tuteurs au cégep à distance actuellement, en fait, ont toujours été et le sont toujours pour la majorité, parce qu'on est sur un projet pilote, on a 3 tuteurs, mais au cégep à distance, c'est au-dessus de 160 tuteurs. Donc, la plupart des tuteurs sont contractuels, sont des travailleurs autonomes qui ont d'autres obligations professionnelles ailleurs qu'au cégep à distance. Également, ils sont rémunérés à l'acte, à la correction, et ils sont évidemment physiquement éloignés. Il y en a des gens un peu partout au Québec, nos tuteurs sont vraiment répandus partout. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'expérimenter et de mettre en place de nouvelles mesures d'encadrement avec les étudiants. Donc, ça rend un petit peu plus difficile le contact, la cohésion et les collaborations. Donc, l'intention est là, en fait, notre première raison pour laquelle on veut professionnaliser le métier de tuteur, c'est vraiment pour permettre justement cette facilité-là de créer des collaborations et de développer de nouvelles mesures d'encadrement et d'expérimenter. Parce que dans le cadre du projet pilote, on travaille de façon très essai-erreur. Donc, depuis le début, on essaie des choses, on se rend compte que c'est pas tout à fait efficace, on revient en arrière, on essaie d'autres choses, etc. Donc, les tuteurs professionnels ils peuvent le faire ça parce qu'ils sont engagés par le collège au même titre que tous les autres professionnels de l'éducation. Donc, ils ont un salaire annuel et ils sont à temps plein avec nous.
Donc, ça facilite grandement là, toutes les collaborations et le développement et l'expérimentation. Donc, ça, c'est l'avantage, le premier avantage, finalement, d'avoir des tuteurs professionnels. J'aurais pu également vous parler de plein d'autres avantages d'avoir des tuteurs avec nous, outre le fait qu'ils sont fantastiques et gentils, qu'on aime bien les avoir avec nous. En fait, je vous parle également du point concernant les collaborations. Donc, depuis que les tuteurs sont en place, donc ça va faire 1 an là, au mois de mars, c'est Sabrina qui est la première tutrice du projet pilote. Et depuis que Sabrina est là, on a, et ensuite Philippe, et on a une 3e tutrice qui s'appelle Anne-Marie Mazé, d'ailleurs, qui est au cégep à distance dans l'autre salle actuellement. Vous allez la voir, on l'a vu tantôt, on l'a vu, c'est ça. Donc, les collaborations sont beaucoup plus faciles entre les différents services, avec le secteur du tutorat, oui, mais également avec le service de la conception-production des cours, avec l'équipe de la gestion de la qualité, avec le secteur des aides pédagogiques individuelles, avec les techniciens d'information scolaire, et j'ajouterais même entre les tuteurs eux-mêmes. Donc, les collaborations sont naturelles, les projets se développent de façon, il y a des alliances qui se créent de façon très naturelle. Donc, ça facilite grandement les expérimentations à tout point de vue, finalement. J'en parle pas plus de ces collaborations-là, ça pourrait faire le sujet d'un prochain atelier, pourquoi pas, mais c'est un autre avantage là, vraiment très important à souligner. Donc, je reviens avec les objectifs du projet pilote. Donc, c'est de favoriser la persévérance des étudiants, de leur offrir un soutien personnalisé pour leur permettre de rester motivés dans leurs études à distance. Donc, on sait que les étudiants sont très isolés dans leurs études à distance. Donc, c'est vraiment l'objectif principal du projet pilote. Ici, vous avez le commentaire d'un étudiant en fait, c'est un étudiant du projet Devoir Plus de Stéphanie. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le projet, là, en fait, Stéphanie a fait des expérimentations, encore une fois, pour voir l'impact des rétroactions audio et vidéo sur la persévérance et la réussite des étudiants. Elle a eu d'excellents résultats, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et c'est un étudiant donc, qui avait formulé ce commentaire-là, et on souhaitait vous le présenter parce que l'étudiant formule bien, finalement, le besoin dont on parle ici, là, au niveau du projet pilote. Donc, mais la partie en bleu là, que je vais vous lire, mais une brève introduction de bienvenue décrivant le déroulement de la session permettrait d'encourager l'étudiant à débuter plus rapidement la matière, et ce, avec plus de confiance et de motivation. Donc, ce qu'on peut comprendre de l'étudiant ici, c'est oui, son besoin d'avoir un accueil plus soutenu, mais également, on peut le voir de façon plus large, c'est son besoin d'encadrement, dans le fond, et de soutien à la motivation. Donc, on trouvait que l'étudiant formulait particulièrement bien ce besoin-là, réel, finalement, qui est évoqué par les étudiants. J'aimerais vous parler, évidemment, on travaille sur l'accueil, qui est un point culminant, finalement, dans le parcours des étudiants. C'est un point très stratégique. Mais on travaille également sur d'autres grands champs d'intervention pour développer nos mesures d'encadrement. L'atelier ne portera pas sur ces mesures-là, mais j'aimerais quand même vous les souligner pour vous montrer l'ensemble sur quoi on travaille. Donc, évidemment, l'accueil, c'est au tout début. Sabrina et Philippe vont vous en parler juste après. On travaille également sur la relance. Donc, les étudiants doivent gérer leur temps, doivent s'assurer de compléter l'ensemble de leur évaluation à l'intérieur de délais prévus. Donc, ils doivent gérer leur temps, ils doivent rester motivés, etc. Donc, on a pensé, on a remarqué que de les contacter régulièrement pour les inciter à persévérer était une bonne stratégie. Et donc, les tuteurs les contactent à différents moments du parcours, des moments qu'on a ciblés, une invitation à remettre le premier devoir, à contacter le tuteur lorsque l'étudiant a des résultats qui sont plus faibles, à demander une prolongation de la date d'échéance des devoirs et à s'inscrire à l'examen. Donc, les tuteurs les contactent de façon très soutenue, très régulière tout au long du parcours. L'encadrement également, qui est un autre grand champ d'intervention. Donc, on en a parlé tantôt, nos tuteurs sont ici à temps plein, sont complètement dédiés à nos étudiants. Ce qui fait en sorte que quand les étudiants téléphonent ou envoient un message par la messagerie interne aux tuteurs, ils ont un retour très rapide. Dans les heures suivantes, les étudiants ont un retour. Ce qui fait en sorte que l'étudiant peut avancer beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas à attendre une réponse pendant 2 jours, parce que c'est notre politique, là, le 2 jours ouvrables de retour là, pour les communications ici. Donc, les étudiants n'ont pas à attendre ça. Ils ont la réponse rapidement et ils se sentent beaucoup plus soutenus.
On utilise un agenda électronique de prise de rendez-vous. Donc, les étudiants vont dans l'agenda du tuteur, prennent un rendez-vous dans les plages libres. Donc, ça facilite grandement aussi. Et les tuteurs ont développé différents documents d'accompagnement à la matière aussi pour mieux structurer le cours. Pas que les cours ne sont pas bien structurés, mais vous savez qu'un cours autoportant, c'est parfois très, très lourd. Donc, ces documents-là servent à réajuster un petit peu pour l'étudiant. Et également, on travaille sur la rétroaction. J'en ai parlé tantôt pour le projet Devoir Plus. Bien évidemment, on continue l'excellent travail de Stéphanie à ce niveau-là. En train de se flatter, je sais. Mais c'est vrai. Oui. Donc, on continue ce travail qui a été fait par Stéphanie. Les tuteurs, en plus de donner une rétroaction écrite dans les fichiers Word, dans les devoirs, vont fournir à l'étudiant un enregistrement soit vocal ou visuel, vidéo, à leurs étudiants, finalement, là, pour les encourager ou pour préciser, finalement, au niveau de la correction. C'était une mise en contexte élaborée, mais vous avez une meilleure idée là, de ce qu'est notre projet pilote. Et là, on rentre dans le gros du sujet. C'est ça mon entrée en matière. Moi, ça c'est correct. Donc, effectivement, on parle maintenant des séances d'accueil qu'on a choisi d'intituler Partir du bon pied, justement parce que notre intention ici, c'est de bien outiller l'étudiant pour s'assurer de la réussite de son cours. Donc, je tiens à rappeler qu'au cégep à distance, les étudiants sont en mode asynchrone autoportant, c'est-à-dire qu'ils reçoivent du matériel qu'ils doivent compléter par eux-mêmes, donc sans nécessairement l'intervention du tuteur, sauf s'ils le demandent. Donc, évidemment, en mode asynchrone autoportant, il peut être difficile d'établir un contact avec l'étudiant, donc d'où le sentiment de solitude d'ailleurs qui peut en découler. Donc, la séance d'accueil semble vraiment désignée là, pour pouvoir briser un peu le cycle de l'isolement qu'il pourrait rencontrer. Donc, la séance d'accueil, c'est d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un bref condensé, comme un cours d'introduction à la matière. Il fait aussi, autrefois on demandait que l'étudiant y assiste s'il le souhaitait. Maintenant, on demande qu'il y assiste de façon obligatoire. On expliquera un peu pourquoi tout à l'heure. Donc, la séance d'accueil vise généralement et principalement à établir un premier contact avec l'étudiant, encourager sa participation et, comme je l'ai dit, briser le cycle de l'isolement. On avait des objectifs de départ. Donc, on voulait que les séances d'accueil au départ contiennent des énoncés visant à accroître la perception de la pertinence des tâches, convaincre l'étudiant qu'il est capable de réussir le cours, et on souhaitait aussi favoriser la perception de la contrôlabilité de la tâche, de la valeur de celle-ci et le sentiment d'auto-efficacité de l'étudiant. On verra comment ça s'inscrit dans nos séances d'accueil. Évidemment, on a rencontré des enjeux, comme dans tout projet. En voilà trois. Le premier étant la présence et la participation des étudiants à nos séances d'accueil. Évidemment, au cégep à distance, on a des étudiants qui sont vraiment atypiques, qui ont des réalités fort différentes les unes des autres. Donc, ils doivent, par exemple, concilier famille, études, famille, travail, études. Donc, ils ne sont pas nécessairement disponibles durant les heures où on leur propose nos séances d'accueil. Donc, on a dû concilier ça avec nos propres horaires. Il y a aussi des étudiants qui sont soit timides ou totalement désintéressés par la séance d'accueil, qui sont vraiment des étudiants faits pour un mode asynchrone autoportant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour les inciter à se présenter? Et on a aussi rencontré dans ce premier enjeu des difficultés par rapport justement à l'information qu'on leur fournissait pour les solliciter à se présenter. Donc, on a revu un peu nos formules. Le deuxième enjeu qu'on a rencontré concerne les outils technologiques. Donc, il y avait des problèmes liés à certaines applications qui étaient hors de notre contrôle. Donc, on va voir avec Félix comment on a fait, en fait, pour pallier ces difficultés-là. Enfin, on avait un troisième enjeu qui était la pertinence et le contenu des séances. Je le rappelle, les étudiants sont vraiment différents les uns des autres, ont des réalités totalement différentes. Donc, certains sont très à l'aise avec la formule à distance, d'autres non. Donc, ça fait place à beaucoup d'improvisation, ce qui fait en sorte que ça peut donner lieu à de très beaux échanges, par contre. Mais quand même, il fallait se demander si on mettait l'accent sur la théorie ou sur les rapports interpersonnels, par exemple. Donc, on se demandait comment équilibrer tout ça. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon collègue Philippe, deuxième fois, qui va vous présenter en fait les moyens qu'on a employés pour solliciter les étudiants à participer à nos séances et qui va aussi vous présenter les outils méthodologiques qu'on utilise depuis le début.
super. Moi, Merci beaucoup. Deuxième présentation, donc super. Donc on va d'abord s'attarder un petit peu la présence, la participation, donc en fait, comment est-ce qu'on les rejoint et comment est-ce qu'on les amène jusqu'à notre séance d'accueil, donc virtuelle. Donc au départ, donc on leur envoyait un courriel dans lequel on donnait un certain nombre de choses. En particulier, bon, ça a commencé par un courriel dans lequel on donnait énormément de choses. Donc là, bon, c'est petit, vous n'avez pas besoin de tout voir, mais dans le fond, il y avait énormément de contenu. On détaillait un petit peu ce qu'on envoyait en pièces jointes. On donnait beaucoup de pièces jointes, on en donnait jusqu'à 4 ou 5. Donc c'était quelque chose qui était très lourd. Et puis je vais vous le détailler un petit peu parce que c'est quand même marrant. Mais dans le fond, on l'a dit tantôt, on est en essai-erreur. C'est bien, on est en essai-erreur, puis vous allez voir un petit peu. Si vous voulez, je commence à partir de l'été, et puis on va faire comme ça par saison, été, automne et puis hiver, qui commence au Cégep à distance en novembre. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on a expérimenté plusieurs contenus au fur et à mesure. Certains éléments, bon, on va quand même le dire, là, il y en a qui n'ont pas changé, il y en a qui sont quand même bons à la base, mais on a par contre tiré des leçons de nos expériences et on a opté pour le plus simple et le plus clair possible, autant que possible, en gros. Donc, pour l'été, on avait donc toute une panoplie de documents qu'on envoyait avec ce courriel-là. Donc, le courriel qui était très chargé. On avait également une vidéo d'accueil qui alourdissait l'envoi, ça devait être un certain format pour fitter, pour rentrer dans le courriel. Donc, ça forçait une certaine longueur, un certain format, une certaine qualité aussi pour pouvoir être envoyé. On avait également donc un échéancier dynamique qui a été créé par les API du Cégep, qui sert un petit peu à l'étudiant pour qu'il puisse se donner des jalons sur quand faire le cours, à quelle fréquence, etc. dans sa semaine, sachant qu'il a 6 mois pour faire le cours. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait une lettre d'accueil dans laquelle donc on invitait, c'était vraiment là qu'on invitait la personne à la séance d'accueil. C'était une lettre qui était très longue, dans laquelle on mettait énormément d'informations parce qu'on était extrêmement motivés, je pense, et qu'on voulait en fait en donner. Donc on leur mettait des captures d'écran sur l'outil, on leur montrait comment faire, on leur disait qui on était exactement, etc. Donc c'était énormément d'informations sur 2 pages. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi les disponibilités. Donc on avait plusieurs disponibilités parce que là-dessus on trouvait non seulement notre horaire de travail, mais aussi les moyens de communiquer avec nous, donc par la messagerie, par le téléphone. On avait aussi les dates des séances d'accueil sur 4 ou 5 mois, donc un pour chaque cours, donc ça fait encore une fois beaucoup. Et tout ça, ce que ça faisait, voilà, c'était le désordre. Donc, Philippe, est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Il y aura une question, je peux poser une question? Oui. Alors, il y a une question de Nicole Perrault, dirait-il que lors de la séance d'accueil, est-ce que les étudiants ont la possibilité d'interagir, poser ou répondre à des questions? Oh, absolument. Oui, absolument. On va en revenir, Sabrina va vous en parler, on va aller très en détail dans ce qu'on fait pendant le déroulement de la séance d'accueil. Donc, Nicole, on vous revient là-dessus avec beaucoup d'informations. Là, on est vraiment à la préparation, encore. Donc voilà, donc bon, qu'est-ce qu'on a tiré de tout ce désordre-là? C'est que, les étudiants, pour la plupart, ne répondaient pas, en gros. Donc, tout ça ne servait strictement à rien. Les séances restaient vides, donc c'était quand même démotivant pour nous, parce que on était quand même persuadés que c'était une façon d'accueillir les étudiants. On pensait toujours que cette mesure-là était intéressante. Les questions aussi qui étaient posées par les étudiants montraient bien qu'ils ne lisaient pas la documentation qu'on leur envoyait, en fait. Donc, ça ne servait à rien ce qu'on faisait. Ils ne savaient pas où trouver l'information dans tout ça. Donc, à l'automne, on s'est assis et on s'est demandé si la séance d'accueil était une bonne idée. On le savait, mais on se disait, vu que personne vient, on arrête. On le percevait bien, il y avait un manque de succès de ce côté-là, donc au lieu d'abandonner, parce qu'on a la tête dure quand même, on a entrepris de simplifier tout ce processus-là.
oui, parce qu'on demeurait persuadé que la séance d'accueil synchrone, c'était une bonne idée. Donc, on devait s'adapter à notre public. On devait rendre l'info que nous voulions lui transmettre facile à trouver et à comprendre. On devait un petit peu systématiser tout ça. Donc, on reprend. On a changé tout le courriel d'accueil, donc quelque chose qui était beaucoup plus court, qui forçait un petit peu, qui incitait l'étudiant en fait à aller chercher ce qu'il y avait dans ces pièces jointes au courriel. C'était vraiment important qu'il aille dedans. Donc il y avait on a essayé déjà de mettre en valeur dans le courriel la séance d'accueil, et ce qu'on s'est dit avant tout, c'est qu'on rendrait cette séance d'accueil-là obligatoire. Pourquoi? Pas parce qu'on voulait absolument que tout le monde se présente, mais on voulait rejoindre le plus de personnes possible. Et simplement, parfois, en disant la séance est obligatoire, ça fait réfléchir à la chose, et ça fait aller dans le bon sens certaines personnes qui hésiteraient, mettons. Donc, on a fait ça. L'échéancier dynamique, bon, alors, déjà, lui, on l'a gardé, il est bon. On a eu beaucoup d'excellents commentaires de ce côté-là, de la part des étudiants, de la part aussi de plusieurs personnes au cégep à distance. Donc, c'est un outil qui est fait pour les cours de littérature à la base, qui a un petit peu contaminé les autres cours. Donc ça devenait intéressant pour nous. Il y avait un besoin, on l'a gardé. Les disponibilités, elles sont devenues très courtes. Elles ont été à l'essentiel. On a élagué énormément d'informations qu'on mettait dessus. Maintenant, on a un document, pas 6. C'est déjà bien et c'est un gain de temps assez hallucinant. Après ça, la lettre elle-même, on l'a beaucoup travaillée. On est encore d'ailleurs en train de la travailler en ce moment. Ce qu'on a fait particulièrement, c'est que on a rajouté des repères visuels pour bien montrer qu'il y avait 3 étapes. On a essayé de rendre l'information beaucoup plus claire en tout cas. Donc déjà, on trouve dans la lettre elle-même la vidéo qui devient un lien YouTube et qu'on peut ne pas inclure dans tous les documents qu'on envoie. C'est devenu aussi comme ça, on a trouvé aussi comme ça l'idée de mettre un petit peu des vidéos de présentation de tous les tuteurs sur notre compte YouTube. Donc voilà, une utilisation pour ça. Ce qu'on a fait aussi d'autre, donc repère visuel, on a inclus les dates des séances dans cette lettre-là, donc de façon assez claire, avec des rappels dans la marge, etc. On a mis à la fin un aide-mémoire avec des coches pour que les gens puissent aussi s'assurer qu'ils ont bien rempli toutes les cases, qu'ils ont bien fait toutes les étapes, tout le jeu qu'il fallait qu'ils fassent. Et aussi, évidemment, la lettre a été réduite à une page. Donc ça c'est lisible, on n'a pas à tourner la page, on n'a pas à aller trop loin avec son curseur sur son ordinateur, donc ça nous semblait raisonnable. Et tout ça, on l'a déployé à la session d'hiver, principalement. On a eu les résultats surtout à la session d'hiver. Et on a tout de suite constaté que beaucoup plus de gens s'inscrivaient aux séances d'accueil. Donc pour nous, ça a été vraiment un succès. Il y a une influence qu'on n'avait pas vue auparavant, dont Stéphanie va parler d'ailleurs un peu plus tard. Et beaucoup d'étudiants ont fait part aussi de leur satisfaction en général avec tout ça. Voilà, donc Sabrina va nous montrer un petit peu le contenu plus tard. Je vais dire 3-4 mots sur les outils. Donc, au niveau des outils, on a aussi expérimenté là-dedans, on a vu plusieurs. Pour la réunion virtuelle en tant que telle, on a commencé avec Big Blue Button. C'était un outil qui venait avec Moodle, qu'on utilise comme plateforme d'enseignement. Donc ça venait avec, ça nous semblait logique, c'était sur le site du cours avec tout le reste de l'information. Finalement, ça a mal vieilli en fait comme outil, parce que il y avait de plus en plus de problèmes. Donc les étudiants qui se connectaient avaient de plus en plus de difficultés techniques avec cet outil-là, parce que, en gros, c'est un outil qui utilise beaucoup Flash, qui utilise beaucoup Java, c'est des plugins qui vont disparaître, donc ça buguait de plus en plus aussi avec les mises à jour des différents navigateurs que les étudiants utilisaient.
Donc, on a exploré, encore une fois, et on est tombé, après avoir essayé Appearin, après avoir essayé Via aussi, on est tombé sur Zoom, qui nous semblait être la meilleure solution. On a fait beaucoup de tests avec, en grand groupe, par exemple, pour voir si, ça pouvait accueillir énormément de monde, si ça pouvait accueillir des dizaines de personnes. On a fait aussi des essais entendus SR, je vais parler de façon plus... Voilà. Et donc on a fait des essais à plusieurs, sur différents appareils aussi. Donc on a essayé Zoom sur le téléphone intelligent, sur la tablette, aussi sur, évidemment sur l'ordinateur. Tout ça, ça fonctionne très bien, ça fonctionne bien en groupe. Donc on s'est dit, bon, ça marche bien. Après ça est venu le test avec les étudiants eux-mêmes, donc parce que c'est un outil dans lequel il y a beaucoup de fonctionnalités, mais pour inviter des gens, c'est très simple, il suffit d'envoyer un lien. Donc on a fait ça, les étudiants n'avaient aucun problème technique, ça fonctionnait toujours, pas de problème de son, pas de problème de webcam quand il y en avait, etc. Vous allez en voir d'ailleurs certains exemples dans la vidéo à la toute fin. Donc, c'était pour nous la bonne solution. Ça a aussi contaminé d'autres trucs, d'autres services au cégep à distance. Donc, super. Après ça, pour l'agenda électronique, dernier petit mot, on s'est dit, bon ben, Google? Non. Parce que Google, bon, déjà, ça prend énormément d'informations sans nous demander sur nos étudiants. On n'est pas sûr que ce soit super. Et en plus, bon, ben, est-ce qu'on a vraiment des dérogations pour tout ce monde-là? Non. Après ça, Google, ça demande un compte aussi. Donc, il faut se connecter, il faut donc avoir un compte Google. C'était pas super. Donc, on a regardé vers autre chose et on a trouvé SuperSAS, qui est un truc plus petit, qui fonctionne très bien, où les étudiants n'ont pas besoin de se créer de compte, ils peuvent simplement rentrer avec le lien qu'on leur envoie dans l'agenda de l'un ou l'autre des tuteurs ou des tutrices, et puis ben, ils prennent rendez-vous, tout simplement. Donc ça a été en fait notre succès assuré grâce à SuperSAS et grâce à Zoom. Et je passe la parole à Sabrina. Super, je pense qu'il y a quelqu'un qui a juste... OK. Combien coûte un compte SuperSAS? On pourrait peut-être y répondre tout de suite. Un compte SuperSAS, ça coûte pas beaucoup en fait. Et c'est ça qui est super, c'est qu'il y a plusieurs modalités différentes. Et aussi, on peut parler très rapidement avec le développeur lui-même. Donc lui-même, on peut parler assez directement à la personne, essayer de faire ça avec Google, bonne chance. Mais ça coûte pas très très cher. Il y a une version gratuite. Et il y a une version gratuite qui convient à pas mal de besoins. Qui nous a convenu pendant un moment, en fait. Oui. Au départ, c'était suffisant jusqu'à ce que la demande soit trop grande, et c'était tout à notre honneur et notre plaisir. Et jusqu'à ce qu'en fait, on recrute une troisième tutrice. Oui. Donc à partir de 3 tuteurs, ça commence à devenir pas suffisant. Donc voilà. Mais sur le site de SuperSAS, vous allez avoir l'information. Oui, c'est un très bel outil, très facile à utiliser d'ailleurs. Donc, passons maintenant au contenu des séances d'accueil. Donc, je voudrais d'abord vous rappeler les objectifs de départ qui étaient, entre autres, de donner une vue d'ensemble des objectifs du cours à l'étudiant, de favoriser aussi donc le sentiment de confiance et de réussite de celui-ci, de favoriser son sentiment d'auto-efficacité et aussi de valoriser la tâche en tant que telle qu'il doit accomplir durant son cours. Donc, c'était nos objectifs de départ. Mais plus concrètement aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment, c'est briser l'isolement, développer son autonomie, nourrir sa motivation, l'aider à s'approprier la démarche d'apprentissage, donc très important, exprimer d'éventuelles difficultés, donc ça aussi c'est vraiment un très grand enjeu là, pour les étudiants en formation à distance chez nous, les orienter aussi vers des ressources pour la mise à niveau des connaissances, des compétences nécessaires qui pourraient l'aider aussi à réussir le cours. Et enfin, l'aider donc à se diriger vers des ressources d'ordre administratif, technologique et pédagogique. J'insiste sur les ressources administratives parce qu'en tant que tuteur, on reçoit énormément de questions à ce niveau-là. Et donc, quand on en parle durant les séances d'accueil, ça évite donc de répéter beaucoup d'informations qu'ils pourraient déjà trouver dans leur matériel. Puis, ça évite aussi aux étudiants de bloquer dans leur parcours. Donc, on va voir aussi encore une fois comment ces éléments-là s'inscrivent dans notre séance. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec mes petits capsules, c'est vous montrer aussi à quoi ressemble une séance d'accueil, par exemple ici avec le cours écriture et littérature. Donc, je ne sais pas si je vois bien, hein? Donc,
Parfait. Une question de Nicole. D'ordre technologique. Quel type de question est posée? Quand je dis d'ordre technologique, en fait, j'ai écrit ordre technologique à cause des outils technologiques qu'on utilise. Par exemple, on va leur parler, je vais vous leur dire après, mais des outils comme Superstal, justement, ça peut être, par exemple, avec la plateforme, ça peut être des questions vraiment là, concernant l'ensemble des outils informatiques qu'on a pendant L'environnement d'apprentissage. pendant le déroulement du cours de l'étudiant. Donc, j'espère que ça répond à la question, mais en reparlant, peut-être, ça va peut-être vous éclairer. Donc, le rôle du tuteur durant la séance d'accueil, bien évidemment, c'est d'aider l'étudiant dans sa persévérance et son engagement, de l'accompagner aussi dans une relation pédagogique qui est agréable, qui est aussi intéressante et pertinente, parce que c'est un des rares moments où on peut établir un pont avec l'étudiant et donc créer un lien de confiance qui permet à celui-ci de nous recontacter par après, notamment en prenant des rendez-vous téléphoniques. Et enfin, donc, proposer un environnement stimulant et rassembleur, encore une fois, parce que c'est un des moments où, justement, là, on peut interagir avec lui. Donc, pour commencer, on essaie de briser l'isolement, de favoriser également un échange personnalisé. J'ai, dans mon cas à moi, mis quelques photos qui me parlaient. Donc, on voit bien que j'adore le café. J'en ai mis partout. C'est un peu symptomatique. Donc, de lui permettre de voir également que le tuteur n'est pas un robot, qu'il est capable aussi d'interagir avec lui et de comprendre sa réalité en tant qu'étudiant en formation à distance. Donc, ça permet aussi à l'étudiant de se dégêner, puis aussi de poser des questions. Donc, par exemple, ce matin, j'avais un étudiant en visioconférence qui me parlait de sa dure soirée d'hier et il avait très envie de me dire à quel point il était content d'être avec moi. Donc, des fois, ça fait des choses très drôles, mais on apprécie ce moment-là, puis après aussi, ça favorise vraiment sa verbalité. En fait, il parle beaucoup après. Donc, ça privilégie aussi, on peut privilégier le sens de l'organisation et de la gestion de temps. Donc, on leur présente un outil, donc Philippe a présenté rapidement tout à l'heure, qui est un échéancier dynamique qui a été développé en collaboration avec l'aide pédagogique individuelle qui est dans notre équipe, Catherine Smith, qu'on a discuté beaucoup. Donc, c'est un échéancier qui permet à l'étudiant de l'ajuster donc au fur et à mesure de sa progression. Donc, c'est vraiment intéressant puisqu'il est fait sur Excel. Donc, comme il s'adapte à sa réalité, l'étudiant peut vraiment le voir où est-ce qu'il s'en va, puis combien de temps il lui reste pour faire le cours. Donc, ça nous permet aussi de parler du cours en tant que tel. Donc, ici, j'ai une frise avec les différents modules que l'étudiant doit accomplir. Ça me permet également de lui parler des devoirs. Donc, en l'ayant sous les yeux, ça lui permet de voir que, il y a une progression, notamment dans la pondération, et ça me permet un peu de lui dire qu'est-ce qui est attendu dans chacune de ces évaluations-là. Aussi, souvent, ils ont beaucoup de questions sur l'examen final, donc c'est le temps pour eux, souvent, de poser des questions. Les aide souvent aussi à déstresser, là. Ils vont me dire, par exemple, qu'ils croyaient que la tâche était beaucoup plus grande que ce qu'elle est en réalité. Donc, ça permet vraiment de diminuer le stress de nos étudiants. C'est aussi le moment pour eux de discuter du cours en tant que tel. Donc, on laisse place à leurs questions, on les laisse aussi de vraiment un peu diriger la rencontre. Donc, c'est très improvisé dans notre cas. Donc, on a un canevas de base, mais la liberté de l'étudiant est vraiment mise de l'avant. Donc, une fois que c'est fait, ce qu'on souhaite, c'est de proposer des astuces pour contrer les principaux enjeux de la formation à distance. Donc, c'est important pour les étudiants de comprendre qu'il y a des obstacles qu'ils peuvent rencontrer, surtout quand c'est la première fois. Donc, leur expliquer que ça peut arriver qu'ils se sentent seuls ou démotivés ou désorganisés, mais c'est d'insister sur le fait que le tuteur est présent pour lui, qu'il a différents moyens pour le rejoindre et qu'il est disponible non seulement pour la matière, mais aussi pour l'écouter à ce niveau-là. Donc, si on a besoin de davantage, on peut leur recommander de discuter avec un API, mais on est quand même au premier bataillon, si je peux dire, puis on est là vraiment pour les supporter au niveau affectif, autant qu'au niveau académique. Donc, à ce moment-là aussi, on leur recommande souvent d'utiliser l'agenda téléphonique dont Philippe a parlé tout à l'heure. Donc, ça réserve généralement une plage horaire d'une demi-heure dans notre horaire. Donc, c'est les tuteurs qui comptent. Pédagogique par présentation. OK. On entend quelqu'un. Étoile 6? Donc, c'est le moment vraiment là, pour l'étudiant aussi de prendre un moment
où est-ce qu'il vit, il est prêt vraiment là, pour cette séance-là. Donc, on ne s'appelle pas en deux cafés dans un corridor. Donc, il a son matériel, il est prêt, il a ses questions de préparer également, et c'est la même chose pour le tuteur. Donc, c'est vraiment un outil qu'ils apprécient, et nous aussi. Donc, on leur en parle beaucoup là, de tous ces outils-là qu'on peut vraiment favoriser durant leur cours. Donc, évidemment, l'intention ici, c'est d'orienter les étudiants vers les bonnes ressources. Enfin, c'est de l'aider aussi à respecter son engagement personnel et son sentiment de compétence. C'est aussi de lui rappeler qu'il y a des règles administratives à respecter, donc pour éviter justement que l'étudiant soit placé devant une situation problématique, donc par exemple un délai de 3 jours qu'il n'aurait pas considéré là, dans sa préparation pour son devoir. Donc on parle encore une fois d'éléments un peu plus administratifs. On leur rappelle par exemple que le soutien à l'information existe pour des questions auxquelles nous on ne pourrait pas nécessairement répondre. Et finalement, j'aime bien terminer toujours en leur parlant de motivation, puisque ça peut donner lieu à des échanges aussi cocasses. Donc, je leur rappelle, par exemple, ici, les règles de la procrastination. Faites-le aujourd'hui, demain, ce sera encore aujourd'hui. Ce qui les fait bien rire, parce que souvent, ils vont me parler que c'est un problème qu'ils rencontrent quand ils font le ménage. Donc, c'est vraiment des réalités qui vont peut-être lier entre elles, puis ces petites connexions-là donnent lieu à des échanges très agréables. Donc, ce qu'on peut constater, dans le fond, c'est que les séances peuvent prendre différentes formes, qu'il y a beaucoup de place à l'improvisation, les étudiants étant différents les uns des autres. Donc, c'est important aussi de leur laisser cette place-là, puis d'élargir nos horizons durant la séance, justement, pour s'adapter à leurs besoins. Donc, c'est ce qui est important. Alors, j'ai terminé, je peux te laisser la place pour les études. C'est venu surtout dans le cadre. Oui, attends, je vais aller sur la caméra. Merci Sabrina et Philippe, et puis Marie-Michel aussi pour avoir fait un petit peu le contexte du projet. Ça va permettre de pouvoir bien comprendre quels sont les résultats qu'on a obtenus, qu'est-ce qu'on obtient. Je voudrais souligner aussi que dans le cadre de ce projet pilote, on a vraiment parti le suivi dès le début, dès son implantation, et je dirais même... Quoi? Plus fort, je pense. Faut que je parle plus fort? My God. C'est que je dirais que le point fort dans ce projet pilote, c'est d'avoir inclus le secteur de la recherche dès le début. Ça va permettre, en fait, ça nous a permis de mettre en place certaines mesures pour pouvoir évaluer l'effet de tout ce que nos tuteurs font. On avait plusieurs objectifs par rapport à ça. On voulait voir quel était l'effet sur les étudiants, parce que, comme Marie-Michel l'a bien dit, nous, notre objectif, c'est de favoriser la réussite et la persévérance de nos étudiants. On a aussi mis en place des outils pour permettre aux tuteurs de recenser toutes les actions qui nous étaient posées, et on a aussi développé des indicateurs pour pouvoir mesurer tout ce qui est de l'ordre administratif, tout ce qui est de l'ordre de la gestion. Donc, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait ça? Et puis, je passerai un petit peu plus en détail. Ça m'a perturbé tout à l'heure, c'est bon. C'est qu'est-ce qu'on regarde? Nous, ce qu'on voulait voir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment d'évaluer les effets des interventions. Est-ce que ça vaut la peine ou pas de faire tout ce que les tuteurs font? Pour pouvoir faire ça, on en a profité aussi. C'était une belle occasion, une belle opportunité pour nous de développer des outils. Les tuteurs, chaque intervention qu'ils font auprès de chaque étudiant qu'ils encadrent, c'est-à-dire beaucoup d'étudiants, tout est recensé dans une base de données. Ça nous permet en fait de pouvoir effectivement dire si les actions qu'ils font ont un effet ou pas. Mais par rapport à ça aussi, on peut le faire très rapidement. Tous les mois, par exemple, on fait une séance où on regarde les effets des actions qui sont posées. Mais si on le voulait, je pourrais faire en sorte qu'on pourrait faire ça tous les jours. On pourrait mettre à jour tous nos indicateurs. Tous les jours, ce serait tellement aliénant, ce serait génial. C'est que ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de développer tout ce qui est tableau de bord par rapport aux indicateurs administratifs plus de gestion. Combien d'étudiants on a, qui ils sont, quand est-ce qu'ils s'inscrivent, ils se désinscrivent dans quelle proportion. Ça va vraiment de façon très très fine, puisqu'on est capable d'aller extraire beaucoup d'informations de notre propre système de gestion COBA. Ce sont les deux images que vous voyez au centre. À droite, ce sont plus des tableaux de bord, je dirais, à teneur pédagogique. L'objectif ici, c'est vraiment d'outiller nos tuteurs pour savoir à qui
Qui est-ce qu'ils encadrent? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? D'où vient-il? Est-ce qu'il est à Sept-Îles ou est-ce qu'il est tout près sur la 16e avenue à Rosemont? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus âgé? Est-ce que c'est un étudiant qui est commandite ou un étudiant qui est admis? Parce qu'au cégep à distance, on a vraiment une population très très hétérogène, deux types de population, et les interventions ne vont pas être les mêmes en fonction de la personne que tu as en face de toi. Hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Sabrina, on a beaucoup de variations dans nos étudiants de conciliation travail-famille, mais tu as aussi l'étudiant de 21 ans qui est dans un autre cégep et qui vient faire seulement un cours d'été pour rattraper à l'université. Donc par rapport à tout ça, il faut équiper et outiller nos tuteurs pour qu'ils puissent faire un encadrement de qualité et personnalisé. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Pour interroger les étudiants, eh bien évidemment, on a toujours recours aux bons vieux questionnaires. Donc on fait passer des questionnaires aux étudiants au début et à la fin. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? L'objectif, en fait, à moyen terme, c'est vraiment d'équiper les tuteurs pour avoir un tableau de bord qui leur permet de poser un premier regard sur l'étudiant. À qui j'ai affaire? Est-ce que cet étudiant a les capacités de réussir ou pas? Autant au niveau académique que je dirais tout ce qui est de l'ordre du psychologique. Sabrina t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, le sentiment d'auto-efficacité, la motivation, tous ces éléments d'ordre un petit peu plus psychologique sont pris en compte dans notre modèle. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a beaucoup de données et qu'il faut les analyser. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est un projet qui me permet d'avoir beaucoup de données, donc beaucoup de résultats. Dans ce projet, la première chose qu'on voulait savoir, c'est tout simplement, est-ce que la séance d'accueil, est-ce que les gens viennent ou pas? Ça vaut-tu la peine, oui ou non? Ce qu'on s'aperçoit tout de suite sur le graphique, c'est d'emblée, c'est la variabilité. On voit, à la séance d'été, c'est pas folichon notre affaire, on avait eu seulement 7% des étudiants dans le projet pilote qui se présentaient à la séance d'accueil. C'est vraiment pas beaucoup. Et qu'on comprend pourquoi, quand on a vu tout ce que Philippe nous a présenté, les étudiants étaient noyés sous les informations, écoute, ça fonctionne. Donc ce qu'on a fait, comme tu l'as dit, à plusieurs reprises on s'est rencontrés et on a fait les réajustements nécessaires. On a vraiment l'opportunité dans ce projet-là de pouvoir changer les choses et puis de faire que ça fonctionne. On s'aperçoit ensuite à l'automne que c'était encore moins bon, on avait encore moins d'étudiants qui se sont présentés aux séances. Donc là, on a vraiment fait une profonde remise en question et je me souviens encore de Marie-Michel qui dit « Bon, on continue ou pas cette session? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» d'un air vraiment dépité. Donc, on a fait cette réunion avec tout le monde. Première chose, le brainstorming avec le nom. Rien que le nom, changer le nom de la séance, partir du bon pied avec Sabrina ou avec Philippe. Écoute, ça fait quand même une belle différence, ne veux pas. Mais le truc, c'est qu'un petit changement comme ça ne suffit pas. Il ne faut pas juste saupoudrer du changement, il faut vraiment changer radicalement. Et c'est ce qu'on a fait à la séance d'automne, notamment grâce à la participation, je suis en marchant encore, je parie, grâce à la participation qui est maintenant rendue obligatoire. Ouais. Et ça a fait un méchant changement, on le voit dans la colonne de droite. Pour le moment, il y a 28%, 29%. Des étudiants dans le projet pilote qui se présentent à la séance d'accueil. Donc bravo, on est content, c'est ça qu'on veut. Je vous ai mis tout à droite aussi pour pouvoir comparer, puisque Anne-Marie, qui a rejoint le projet récemment, elle a tout de suite d'emblée mis ses séances obligatoires. Donc le petit 12%, c'est seulement pour les premiers cours qui étaient inclus dans le projet pilote, c'est-à-dire les cours de français. Mais même à ça, on voit qu'on est passé du simple au double avec ce qu'on a mis en place. Et d'autres résultats aussi concernant le taux de désinscription. En fait, c'est un des premiers indicateurs chez nous qui reste très parlant. Est-ce que l'étudiant va confirmer? Est-ce que l'étudiant va faire « oui, je veux rester dans mon cours ?» Ça, c'est vraiment un excellent indicateur au niveau du comportement. Et c'est une mesure qui provient vraiment de notre système de gestion. On ne demande pas à l'étudiant est-ce que tu vas continuer ton cours, parce que vous allez voir un petit peu plus loin que si on leur pose la question, bien évidemment, tout le monde dit oui. Là, c'est une mesure objective, ça permet de voir objectivement, clairement et sans, c'est une mesure non invasive, je ne rentre pas dans les détails, là je commence à perdre main, qu'en fait, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure façon de mesurer les choses. Ce qu'on voit, c'est qu'au début, le taux de désinscription, encore une fois, c'était pas génial. Donc si vous regardez à la session d'été, le graphique au milieu,
on voit que les étudiants qui étaient présents à la séance d'accueil se désinscrivaient plus que ceux qui n'étaient pas présents. Ça, on n'aime pas ça. Là, ça on en perd notre latence. C'est pas ce qu'on souhaite du tout. À la session d'automne, quand on commence à mettre en place quelques changements, vous voyez, la différence entre les deux groupes commence à s'équilibrer, mais encore, ceux qui participent à la séance d'accueil ont un taux de désinscription plus élevé. Ça marche pas. Et, résultat super intéressant, on le voit maintenant. Ça y est, les changements qu'on a mis en place ont un effet. À date de dimanche passé, il y avait 0% d'étudiants qui se sont désinscrits et qui avaient participé à la séance d'accueil. Autrement dit, la séance d'accueil a vraiment un effet sur la désinscription. On commence à voir cet effet-là et écoute, 0%, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Encore une fois, ce sont des données en cours. Bien évidemment, il y a des étudiants qui vont continuer à se désinscrire. Mais disons qu'en comparaison des autres sessions, c'est vraiment de bon augure. On voit aussi, je vous ai mis en ligne, sur la ligne verte, le taux de désinscription moyen au cégep à distance. On voit que de façon générale, on reste quand même en dessous de ce qu'il y a au cégep à distance. Il y a des petites nuances aussi à faire selon les cours. Il faut rester prudent. Hiver 2018, c'est une question, en fait. Oui, hiver 2018. Du CAC. Oui, hiver 2018, excusez. On vous remercie, oui, c'est... Oui, hein. Bon. Est-ce que vous engagez pour faire de la gestion de la qualité? Il y avait une question juste avant, qu'est-ce qu'on entend par obligatoire c'est Gariepi. Oui. Qui veut répondre? En fait, on ne pouvait pas rendre la chose obligatoire dans le sens où ils ont aussi le droit de ne pas y aller, mais c'était simplement d'inciter fortement, en fait, les gens à se rendre à la séance d'accueil. Et donc dire que c'est obligatoire, sans autres mesures coercitives, c'est simplement de leur montrer, en fait, l'importance de venir. Généralement, il n'y a pas de sanction si la personne ne vient pas. C'est ça. Elle est obligatoire quand il y a d'impact sur la note finale. Oui. Non, sinon, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas le faire. Il y avait une question aussi sur qu'avez-vous changé dans la séance d'accueil? En fait, c'est toutes les mesures qu'on a changées. On a renommé les séances d'accueil. On a revu, comme je le disais tantôt, selon les enjeux qu'on a vus. On a revu le contenu des séances aussi. On a regardé aussi je dirais qu'en fait, le contenu a changé, oui, mais moins que le contenant. La façon dont on communique avec les étudiants, je pense que l'impact, il a plus été ici. Le fait que les étudiants parcourent tous les documents, c'est simplement ça. Des fois, c'est changer des petites choses. Le contenu était déjà très bien. C'est aussi simple que de leur permettre de lire l'information parce qu'ils avaient tellement de dossiers à ouvrir dans la lettre d'accueil qu'ils ne lisaient absolument rien, donc ils n'étaient même pas au courant qu'une séance d'accueil avait lieu. Donc c'était vraiment de dépoussiérer tout ça et de leur donner l'information directement et un peu plus concrètement. Donc ça a été vraiment ça, dans le fond, le grand enjeu là-dessus. C'est sûr. Alors on revient aux résultats. Ce qui était intéressant aussi pour nous de savoir, c'est qu'est-ce que les étudiants retiennent de ces séances d'accueil. Donc on leur a posé la question tout simplement. Et voici, sous forme de nuage de mots, ce que les étudiants retiennent. Plus le mot est gros, plus le mot est fréquent, plus ils retiennent cet aspect-là de la séance d'accueil. Ce qu'on voit en fait, surtout, c'est les deux côtés. Autant le côté tâche, je dirais, du cours, des devoirs, que le côté plus un petit peu social de la relation avec le tuteur. Tuteur, ça ressort vraiment beaucoup. Tuteur et tutrice, on a mis les deux mots ensemble. Merci Étienne. Et puis, donc je dirais que par rapport à ça, on ne l'a pas fait avec les tuteurs du régulier, mais ça pourrait être intéressant de poser la même question aux étudiants. Et je mettrai ma main au feu, je gagerai facilement que les étudiants vont pas retenir tout ce qui est lié au tuteur, tout ce qui est lié... Je suis sûre que pour certains, le tuteur, c'est vraiment une notion abstraite. Là, c'est vraiment quelque chose de concret. On voit qui est notre tuteur, on sait à qui s'adresser. Et j'adore parce que le « nous » est beaucoup ressorti dans les séances d'accueil. Bien évidemment, l'aspect technique, Nicole, nous préoccupait beaucoup. Est-ce que les étudiants avaient de la difficulté à accéder à la séance et que pendant la séance, ça fonctionnait bien? C'est sûr que vous l'avez dit au début, les Blue Buttons, ça fonctionnait pas bien. Mais si on regarde ça au niveau général, au niveau de tout le monde, écoute, ça va quand même bien du côté des étudiants. Accès à la séance d'accueil, très facile dans 73% des cas.
Difficultés techniques pendant la séance, dans la majorité des cas, aucun. Encore cette semaine, Philippe, avec la séance qu'on a fait sur Zoom, écoute, c'est un charme là. Même depuis chez nous, oui. Aucun problème technique, ça te met des informations où cliquer, écoute, c'est vraiment génial. En tout cas, je travaille pas pour vous. Ok. L'autre chose, ça fonctionne. ouais, quand ça fonctionne, ça fonctionne. L'autre chose qui était intéressante pour nous aussi, c'est de voir est-ce que ces séances ont une certaine utilité pour eux dans leur parcours. Donc on a posé encore une fois toute une série de questions. Ici, je fais juste rapporter les questions les plus saillantes, je dirais. Puis bien évidemment, eh bien, les étudiants en voient une certaine utilité. Ces séances d'accueil rejoignent vraiment un besoin. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est parce que le besoin de l'étudiant est présent. On n'est pas parti sur une bulle, on va chercher le besoin. Nos interventions s'appuient sur, encore une fois, le besoin des étudiants. Ok, l'engagement dans le cours, cette fois-ci, après notre super mesure non invasive, on a aussi posé la question aux étudiants. Ton engagement dans le cours, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as déjà commencé? Est-ce que tu comptes te mettre dans le cours, tu comptes t'investir dans le cours dès maintenant? Ou est-ce que tu vas le faire plus tard? Procrastination. On s'aperçoit que la majorité des étudiants ont déjà commencé le cours, ce qui, à mon avis, est un bon signe. Ça veut dire que les étudiants sont engagés par rapport à ça, ce qui veut dire aussi que les tuteurs, quand ils font leur séance d'accueil, peuvent se concentrer sur autre chose que est-ce que tu as lu ton guide d'accueil et directives, et d'aller pousser un petit peu plus loin la discussion. Encore une fois, j'en ai fait un petit peu allusion tout à l'heure, mais on a demandé aux étudiants actuellement, par rapport à ton cours, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses te désinscrire? Est-ce que tu penses échouer au cours? Est-ce que tu penses que tu vas le réussir difficilement, mais que tu vas quand même le réussir? Est-ce que tu penses que tu vas le réussir avec une super bonne note? Bien évidemment, désirabilité sociale, nos étudiants ont tous dit qu'ils allaient réussir le cours. Alors, c'est sûr que s'ils évaluaient le projet pilote par rapport à tout ça, on serait super contents, ça serait cool. Mais bien évidemment, avec nos indicateurs et nos tableaux de bord, on suit ça de près. On suit la réussite des persévérants. Hey. On suit la réussite et la persévérance de nos étudiants pour voir si effectivement ça a un impact ou pas. C'est une question. À quel moment leur avez-vous posé ces questions? Juste après la séance d'accueil. Donc, dès que l'étudiant termine sa séance d'accueil, nos tuteurs, en fait, envoient un lien pour pouvoir répondre au questionnaire en ligne. Ça aussi, au début, ça fonctionnait pas super bien, mais depuis que ce sont les tuteurs qui le disent, ils disent, bon, bah maintenant, je t'invite à répondre, et qu'ils envoient eux-mêmes le lien. Écoute, j'ai mon téléphone qui sonne tout le temps parce que j'ai des réponses. Ça marche vraiment bien. Merci. Madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce graphique parle de lui-même, oui. Bon, en fait, il y a d'autres commentaires. Ok, bah, je termine, j'ai presque fini de toute façon. Donc, bien évidemment, ça nous prend toujours une mesure de satisfaction. Les étudiants sont-ils satisfaits, oui ou non? Plusieurs petites sous-questions, plusieurs items, en fait, permettent de mesurer ceci. On s'aperçoit que la moyenne des résultats tourne autour de 6, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup satisfaits. Quand vous voyez un petit 1, c'est juste que la question est tournée à la négative. Donc, en résumé, les étudiants trouvent que la séance est agréable, merci, ça ne peut qu'être agréable. Si c'était à refaire, ils le feraient à nouveau. Ils le recommanderaient aussi à d'autres étudiants, ça c'est très bien, la prescription, un taux de prescription pas mal intéressant. À la négative, donc il y a très peu de gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé du tout cette séance d'accueil. Il n'y a personne qui s'est ennuyé, on est content. On pense que cette séance, il y a très peu de gens aussi qui pensent que c'était une perte de temps. Là aussi, je vais peut-être aller voir ce qui se passe du côté de chacun de nos deux grands types d'étudiants. Les admis, les commentistes, ça peut être quelque chose de différent pour eux, mais aussi ça pourrait être, les résultats pourraient être différents selon que l'étudiant suit son premier cours avec nous ou s'il a déjà suivi plusieurs cours au cégep à distance. Ils ont apprécié la séance et puis ils ont trouvé ça intéressant. Ok, là je lis les questions, puis j'ai encore un dernier graphique après. Ce graphique, à quel moment avez-vous? Le questionnaire, c'était à la fin de la séance d'accueil. De la séance, ouais. Donc, dès qu'on terminait la séance d'accueil, dès qu'on termine la séance d'accueil, c'est pas vous passer, on envoie directement à l'étudiant le lien, dans le fond, par courriel, pour qu'il le remplisse.
Donc, combien d'étudiants ont répondu en nombre et en pourcentage? Oui, alors par rapport à ça, tous les étudiants ont été invités à répondre. Pour le moment, on a quand même très peu de répondants parce que je vous l'ai dit, au début, vous l'avez vu, il y avait juste 7% des étudiants qui se sont présentés, donc forcément, mon N s'en est ressenti. Pour le moment, on a un peu moins de 50 étudiants, mais je vous dirais, je reçois des réponses à tous les jours. Venez me voir dans 6 mois, puis je vais dépasser les 300 répondants, ça c'est sûr. Ce qui va me permettre d'aller un petit peu plus loin dans les analyses. Pour le moment, ça reste très descriptif, mais à terme, ce qu'on veut faire avec tout ça, c'est pouvoir prédire quelle va être la réussite de l'étudiant, quel est le lien entre la note au cours et sa satisfaction. On va pouvoir faire des liens avec toutes les mesures qu'on prend. Donc pour le moment, oui, ça reste très descriptif. Quel est votre plan pour le plus long terme? Avez-vous des séances de fin de parcours? Oui, peut-être. Je vais juste passer ma dernière diapositive, juste pour dire que tout le monde est content et que et qu'il n'y a personne à date, parce que c'est sûr que ça va arriver tôt ou tard, on n'a personne qui est insatisfait. Pour terminer ma petite partie, puis je vous promets, on vous laisse le temps de nous poser plein de questions. Moi, j'aimerais vous poser... C'est vrai? Moi, j'ai parlé super Moi, j'ai tenté bon. Je stress. Ok, j'aurais une petite question pour vous. J'aimerais savoir, Marie-Michel a mentionné le prénom de nos 3 tuteurs. J'aimerais savoir quels sont les prénoms de nos 3 tuteurs au Cégep à distance qui sont dans le projet pilote. Le Cégep à distance n'a pas le droit de répondre. Ouais. Il y en a 3. Ça va être la mouche. La mouche? Ouais. Le Cégep à distance n'a pas le droit de répondre, je vais ok, ce nom-là. Ok, c'est en train d'écrire. Il n'y a personne qui ose se lancer. Vous voyez, vous n'écoutez pas comme je dis. Go, Anaïs. Qui va être le premier qui a la meilleure connexion Internet? Luc. C'est peut-être une tête de Luc. Non, c'est peut-être Jean-Pierre. Non, c'est pas comme ça. Non, la réponse n'est pas sur le PowerPoint. Ben non, ce serait trop facile. Voyons. Ah, oui. Bravo pour la cellule. Philippe, Sabrina, qui d'autre? On n'a pas mentionné beaucoup Oui, de mais c'est comme ça la vraie vie. Stéphanie, non, c'est pas moi. Bon, ben personne. Ok. Je prends une dernière réponse, puis après, je dis pourquoi il y a des trous là-dessus. Il est en classe actuellement. Ok. Bon. Ok, Nicole. C'est Nicole qui va gagner. Nicole. Occupée. Ok. Elle est dans la salle en ce moment en train d'écouter. Ok, l'assistante, moi, j'adore. Donc, ok, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a posé la question aux étudiants. C'est un excellent moyen pour voir si les étudiants écoutent ou pas. Et c'est aussi un excellent moyen pour voir si l'étudiant a créé un lien personnel. S'il connaît son tuteur par son prénom, c'est un excellent indicateur. Donc, on a posé la question aux étudiants et les 3 prénoms qui sont en bas sont les 3 seules erreurs que j'ai retrouvées dans ce que les étudiants nous ont dit. Les vraies réponses sont Marie. Anne-Marie, Philippe et Sabrina. Donc voilà, très peu d'erreurs par rapport à ça. Moi, j'étais quand même contente. C'est sûr qu'il y en a toujours qui se trompent, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Mais aussi, il faut dire, bon, là, on est plein, on parle de plein de choses. Là, dans la séance d'accueil, c'est quand même... One by one. C'est un tuteur avec des étudiants. On n'est pas 4 en train de... Je vais faire des stages. Ouais. Alors voilà, ça complète un petit peu le portrait des données qu'on voulait montrer par rapport à ça. C'est sûr que c'est un projet en cours, donc chaque jour, on va sortir des résultats, ça me ferait beaucoup plaisir. On verra ce qu'on fera avec tout ça. De toute façon, on va présenter à l'HPC cet été, donc on aura aussi d'autres résultats intéressants. Oui. Bon, ben, je te repasse la parole. Oui, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y a une question. Est-ce que chaque tuteur peut créer entièrement le contenu de sa séance d'accueil? Bien évidemment, effectivement, les séances d'accueil sont personnalisées. Le canevas de base correspond à la structure du cours, mais chaque tuteur a définitivement ses propres couleurs. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était les miennes, mais bien évidemment, Philippe a choisi un autre format, un autre canevas, mais on s'est entendu quand même sur les informations de départ. Quoique, ça serait bien correct aussi s'il avait décidé de faire autre chose dans cette séance. L'important, en fait, c'est vraiment
de se consacrer à l'étudiant et à ce dont il a besoin pour le cours. Effectivement. Donc, merci à toute l'équipe. Ça fait le tour de la présentation. Il nous reste du temps, en fait. J'ai l'air de... Environ 25 minutes. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ce qu'on avait prévu à peu près pour la discussion. Donc, on a un vidéo à présenter. Oh! Nous avons Donc, on aurait besoin de partager... Bon, merci. C'est ça, le petit 5 minutes de loup. Oui! OK. Donc, on vous présente, veux-tu faire une petite introduction? Ben, en fait, c'était simplement des extraits que nous avons choisi de vous présenter pour vous donner un peu une idée de à quoi peut ressembler une relation tuteur-étudiant durant la séance. Puis aussi, donc, c'est des étudiants qui donnent une idée de ce qu'ils attendent et qu'ils apprécient de nos séances. Alors, c'est parti. Oui, mais déjà, pour être honnête, là, juste le fait d'avoir une séance comme ça, je trouve ça déjà super intéressant. Je n'étais pas portée à lui demander de l'aide nécessairement au tuteur. Je trouve que il y avait une distance, il y avait un froid. Ça a été long avant que je dise, OK, ils sont là pour ça, puis va chercher ton aide. Fait que oui, je trouve que ça brise un peu la glace. Ça crée quelque chose d'un peu plus réel, ça met le tuteur que c'est pas juste un nom, mais un humain qui... Oui, c'est ça, c'est un humain qui est là pour nous aider. Fait que déjà là, je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux. C'est différent, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est bien construit dans le sens que ça m'aide beaucoup à s'organiser et à organiser nos pensées ici. Parce que moi, ayant un TDA, c'est pas évident pour moi de tout rassembler, de penser, de pas être perdu dans tout ça. OK, ben oui. Ça m'aide vraiment beaucoup la manière que c'est fait. Surtout, je le fais à distance, c'est pas comme avoir un cours là, au cégep puis d'être constamment avec l'enseignant. Mais ça m'aide beaucoup la manière que vous avez rédigé ça là, à bien comprendre. Ah, ben c'est super ça. Normalement, de toute façon, c'est des séances intimes. J'ai soit un ou deux étudiants. C'est le fun aussi comme ça parce que ça me permet de connaître plus et d'avoir un peu plus d'informations. J'adore ça parce que ça met aussi pour moi des identités sur les notes que j'ai dans mes listes de correction. C'est quand même assez fun. Donc, oui, j'avais pas vu ça dans l'autre sens, c'est vrai. Ah, mais je trouve vraiment, personnellement, que c'est une très bonne idée, la visioconférence. Oui. Tu sais, je l'ai pas dans mon cours d'anglais, mais peut-être ça aurait été intéressant de l'avoir justement pour avoir leur juste sur ce qu'on va faire, puis avoir une petite explication du cours par voix. Je trouve ça intéressant. Oui, ben, merci. J'apprécie que vous me le disiez. Si vous êtes habitué quand même à ce genre de cours-là à distance, est-ce que vous avez des difficultés comme... est-ce qu'il y a des trucs que vous trouvez problématiques dans la façon dont c'est fait, dont c'est développé? Est-ce que vous trouvez ça comme ça? Non, sérieusement, j'ai aucun commentaire négatif. Non? Le seul commentaire négatif, c'est envers moi-même. Oh, mais là, il ne faut pas être trop dur non plus avec vous-même, hein? En mai l'année prochaine, personnellement en mai l'année prochaine, ou je peux attendre jusqu'en décembre si je l'échoue, je peux le refaire. Ça, là, je ne sais pas vraiment. Ça, je vous dirais d'appeler l'information scolaire pour avoir plus de détails. Est-ce que moi, je peux répondre à sa question? Oui, certainement. Ça fait 10 ans que je l'administre. L'épreuve uniforme de français, donc, on démystifie le côté du tuteur. On se sent plus à l'aise de poser des questions s'il n'y a pas de ça. Moi. Non, mais j'adore ça. Vous me dites que je rêve d'entendre. Ah oui, ah ben mon Dieu! Alors voilà à quoi ça peut ressembler un petit peu.
Je tiens d'ailleurs à préciser. Ouais, ok. Non, alors, c'est ça, non, Arrête de partage. D'ailleurs, la séance qu'on voyait où j'étais présente, dans le fond, c'est une des premières séances qu'on a fait. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a davantage d'étudiants dans nos séances. Donc, ça peut arriver qu'il y ait, par exemple, Anne-Marie, des fois, plusieurs étudiants à la fois. Donc, ça peut aller jusqu'à 5, 6 et même plus. Donc, plus ça va et plus on a d'étudiants. Donc, des séances vraiment très, très intéressantes à ce niveau-là. On a la question, quel est l'horaire de disponibilité des tuteurs? Y a-t-il des séances en soirée ou le week-end? On a essayé au départ la fin de semaine, mais de toute évidence, les étudiants ne sont pas intéressés à contacter les tuteurs, du moins dans notre cas, le samedi. Ils sont vraiment beaucoup plus intéressés à nous contacter durant la semaine, donc durant leur période d'études. Généralement, ils vont faire leurs travaux pendant la fin de semaine, mais vraiment, ça ne donnait pas... ça ne valait pas la peine d'être présent. On a par contre des séances en soirée. On essaie de faire en fait 3 plages horaires minimum par cours, donc étalées sur 3 à 4 semaines. Et généralement, les étudiants trouvent leur compte dans ces horaires-là. Et chaque tuteur donc choisit les horaires qu'il souhaite présenter à leurs étudiants. On a une autre question ici, comment s'effectue le match entre les tuteurs et les étudiants? Ben, c'est sûr qu'actuellement, un étudiant ne peut pas choisir d'être dans le projet pilote. Donc, les tuteurs, les étudiants qui s'inscrivent au cours de littérature peuvent bien tomber sur nos tuteurs. Je ne veux pas dire que nos tuteurs réguliers ne sont pas efficaces, pas du tout, mais c'est sûr que ce n'est pas le même encadrement. Donc, la façon que ça fonctionne, l'étudiant s'inscrit et il tombe sur un tuteur, ensuite de faire une autre inscription sur un prochain tuteur, etc., là, et vice-versa. Donc, c'est aléatoire pour le moment. Un étudiant ne pourrait pas choisir d'avoir un tuteur, on pourrait dire plus. Non, exact. D'ailleurs, on a vu un beau commentaire d'Esther, merci beaucoup, par rapport à la professionnalisation du tutorat. Je tiens à le souligner parce que ça nous fait grand plaisir d'entendre ça. Évidemment, pour moi, c'est un emploi de rêve et j'espère que ça va continuer longtemps. OK. Monsieur Givard, je vous surligne, est-ce qu'il vous répond? OK. Je peux vous aider pour les questions. On est rendu, les tuteurs font environ combien de séances par semestre? Je pourrais dire, nous, on ne fonctionne pas par trimestre, là, juste pour me clarifier. Les étudiants cégep à distance s'inscrivent à tout moment et terminent à tout moment aussi. Là, donc, et ils ont une période de 6 mois là, pour faire leur devoir. Donc, on n'a pas de cohorte pour l'instant cégep à distance. Là. Fait en sorte que, on ne peut pas calculer en termes de trimestre. Plus concrètement, ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'on en fait en moyenne 6 par semaine. Ben, en fait, on en propose 6, donc si on a des étudiants, c'est le nombre qu'on fait. En fait, à la base, on en proposait 2 fois par mois. Oui. Par cours. Donc, puis là, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, en fait. Donc, en nous adaptant aussi aux besoins des étudiants, on a fait en sorte d'avoir une séance pour chaque cours par semaine. Et ce que ça fait, en fait, c'est que, bon, on peut se dire que peut-être on donne du temps à ça alors qu'on en perd forcément ailleurs, mais c'est pas forcément le cas. Parce que toutes les questions auxquelles on répond dans la séance d'accueil, on n'a pas à y répondre par la suite. Donc, c'est vraiment, c'est un investissement de faire ça. C'est vraiment... Votre webcam est toujours allumée pendant la rencontre. Celle des étudiants l'est-elle? Sauf problème technique, oui. Mais ça peut arriver, comme je vous donne un exemple, si je peux me permettre. Anne-Marie me parlait ce matin d'un étudiant avec lequel elle avait une rencontre. L'étudiant semble avoir des troubles anxieux, du moins on ne le sait pas, mais il a préféré ne simplement montrer que ses bras. Donc ça peut arriver que l'étudiant n'ait pas envie qu'on le voit et on respecte ça aussi. Donc pour lui, c'était une zone confortable, donc elle lui a demandé s'il voulait retirer sa webcam. Il a refusé, il était à l'aise avec ça. Donc, on n'insistera jamais pour que l'étudiant se montre, mais généralement, ils le font d'eux-mêmes sans problème. On préfère que les étudiants se présentent avec sans webcam que pas du tout, en fait. C'est ça. La webcam est optionnelle, mais le son ne l'est pas. Ben, ça prend un échange, sinon c'est pas dynamique, ça devient très statique, puis on perd un peu la valeur de nos séances d'accueil, qui est vraiment de se concentrer sur l'étudiant. Question de l'Université du Québec à Chicoutimi. Est-ce que les séances de tutorat s'étendent sur toute la session? Y a-t-il des moments plus critiques que d'autres?
Mais comme on n'a pas de session en tant que telle, que nos étudiants peuvent s'inscrire à tout moment, pour nous, ça roule en boucle. Donc, à chaque semaine, on a 6 séances d'accueil auxquelles les étudiants peuvent répondre. C'est peut-être le volume qui peut varier, parce que les étudiants, par exemple, l'été, sont davantage disponibles. Ça pourrait arriver, donc on ait plus d'étudiants à ce moment-là. Mais vraiment, là, c'est continu pour nous. Puis eux autres, selon leur horaire, là, on va avoir donc des moments plus occupés que d'autres. J'aimerais peut-être préciser aussi que, par contre, pendant tout le parcours de l'étudiant, il y a l'occasion d'avoir d'autres séances avec son tuteur en visioconférence. Donc, par exemple, au devoir 1 et 2, quand les étudiants ont un résultat faible, les tuteurs invitent les étudiants à prendre rendez-vous pour une visioconférence et souvent les tuteurs vont rencontrer l'étudiant une autre fois, de façon individuelle cette fois-là, par contre, pour justement discuter des difficultés, etc. Donc, oui, on a la séance d'accueil pour bien amorcer le parcours, mais tout au long du parcours d'étudiant, il y a des styles de désir. Il peut rencontrer son tuteur à plusieurs reprises. Là, je vois que Lynn a dit 6 séances sont prévues par semaine. En gros, les étudiants peuvent tenir des sessions individuelles. Oui, tout à fait. Donc, c'est toute la partie. OK, en fait, ce qu'on disait, là, ce que je comprends, c'est que ça a été coupé, là, c'est que pendant tout le parcours de l'étudiant, en fait, s'il veut avoir une séance individuelle avec son tuteur, il n'y a aucun problème possible de le faire. Donc, l'étudiant dans sa séance d'accueil pour bien amorcer le parcours, mais en cours de cheminement, il peut rencontrer son tuteur en visioconférence. Et donc, par exemple, tout ce que je mentionnais quand ça a coupé, l'étudiant, par exemple, qui a un résultat faible au devoir 1 ou au devoir 2, mais le tuteur incite l'étudiant à le contacter pour avoir une rencontre, pour parler des difficultés. À ce moment-là, donc, il peut y avoir une séance en visioconférence. Entre le tuteur et l'étudiant. Donc, c'est pas qu'au début, il y a des rencontres tout au long du parcours qui sont possibles, en fait. Oui, au loisir de l'étudiant, exactement. En fait. Puis ce que j'avais c'est justement ça, c'est que les étudiants vont prendre régulièrement des rencontres suite à la séance d'accueil, étant donné que ça favorise un peu le contact. Et que certains étudiants, dans mon cas, et je pense que dans le cas de Philippe aussi, vont nous rencontrer à tous les devoirs ou à toutes les 2 semaines. Donc, il y a des étudiants qu'on voit très régulièrement. Et puisqu'on est là à temps plein, ça nous permet de prendre ce temps-là avec les étudiants. Dès qu'ils voient la possibilité qu'ils ont de rencontrer le tuteur, ils prennent cette occasion-là. Et ils la reprennent après. Aussi, puis ça va répondre à la question de M. Guerrier-Pi. Effectivement, on a des données sur le nombre d'élèves qui vont recontacter après la séance d'accueil. Tout est consigné. La moindre action que les tuteurs font auprès des élèves dans ce nouveau modèle-là est consignée. Fait qu'on peut sortir ces données-là sans problème. Je ne les ai pas sous la main, là, mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Est-ce que le fait de participer à la séance d'accueil augmente la fréquence de contact avec le tuteur, qui fait en sorte que par la suite, ces étudiants persévèrent davantage ou pas? Oui, ça peut être de belles hypothèses qu'on va regarder. Oui. Ça me prend plus de données. Pour le moment, j'ai pas encore assez d'étudiants. Plus d'étudiants. On y travaille, on y arrive. Puis aussi, peut-être pour faire un peu le pont avec Stéphanie, là, les tuteurs, en fait, dans le cadre du projet pilote, là, vraiment, ont un journal de bord, en fait, et inscrivent tout ce qu'ils font pendant la journée. Donc, de façon à ce qu'on comprenne bien, finalement, le pourcentage de temps alloué pour chacune des tâches là, en lien avec les étudiants et autres aussi, là, parce que je parlais de collaboration tantôt. C'est sûr que les tuteurs sont extrêmement sollicités, là, tout le monde est donc bien content de les avoir. Là. Donc, vraiment, tout est bien, merci, tout est bien noté, en fait. Oh oui. Et c'est ça qui fait la force de ce projet, je trouve. Okay. Bon, 5 minutes, des suggestions, des questions, des commentaires. Oui, ben en fait, c'est ça, si vous n'avez pas d'autres commentaires, questions là, par rapport à la présentation, donc là, j'essaie d'avancer. Pulsion encore? Oh non! Attends, je vais redescendre jusqu'en bas, OK? Ça devrait pas, là. OK. En fait, on avait la question, est-ce que vous, dans vos établissements respectifs, est-ce que vous faites une séance d'accueil? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà implanté chez vous? On aimerait savoir ça, en fait. C'est des projets liés à l'accueil comme tel des étudiants. Et si c'est pas une séance d'accueil, qu'est-ce que vous faites comme accueil, finalement? C'est ça, on parlait un peu tantôt.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Oui. Michel Gaillepi du Centre francophone d'éducation à distance en Alberta. Super intéressant avec vous. On fait un peu la même chose. Ça fait 1 an qu'on le fait dans 3 cours. Et pour ça, je vous demandais la question obligée parce que nous, on les oblige à communiquer l'enseignant. S'il ne contacte pas l'enseignant, il ne peut pas accéder au cours, au contenu. Donc, c'était ma première question. Je ne sais pas si vous voulez vous rendre jusque-là, c'est peut-être extrême, mais nous, on voulait vraiment, en tout cas dans 3 cours en ce moment. Le problème, c'est que j'aime beaucoup vos données parce que nous, on n'a pas beaucoup d'élèves, donc c'est difficile pour nous d'avoir un bon échantillonnage. Ça, c'était notre problème, mais super intéressant. C'est pour ça que quand je vous demandais les données sur les élèves qui recontactent l'enseignant, si on pourrait les partager. Je ne sais pas si vous allez mettre vos contacts à la fin de la session, mais je serais grandement heureux de vous contacter par la suite pour avoir ces données-là. Merci beaucoup. Et pour répondre juste, oui, j'ai mis mon adresse courriel à la fin de la présentation. N'hésitez pas, là, même si c'est pour parler au tuteur ou à Stéphanie, ou vous pouvez passer directement par moi, puis je vais jouer la... L'entremetteur, ouais, la vie la vie bien prise. Et également, Mireille Hamel qui a levé la main. Mireille, tu peux prendre la parole si tu le désires. Oui, bonjour. Pour répondre à la question à savoir quelles sont nos pratiques, nous, au Centre collégial de l'Alberta, nous organisons toujours une visioconférence pour chaque cours. Et cette visioconférence-là, normalement, elle se passe dans les premières semaines de début de session. Nos classes sont organisées par session. Et un avantage que moi, j'y retrouve, je suis chargée de cours, c'est de pouvoir utiliser aussi l'ensemble du groupe comme étant un support mutuel. Les étudiants se connaissent, alors il y a une relation avec la chargée de cours qui est personnalisée, oui, et aussi du support entre les pairs. Alors, je voulais tout simplement ajouter ce commentaire. Oui, très merci. Oui, effectivement, vous avez apporté un très bon point. Oui. Ah, oui, vraiment, oui, oui. tout à fait. On a d'autres projets dans lesquels, oui, ça va être très intéressant. Puis même, on le voit aussi dans les séances d'accueil quand il y a un petit groupe qui est là, que souvent, et vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo, les gens commencent à interagir entre eux. Puis nous, on trouve ça super intéressant, évidemment, parce que ça fait aussi, je sais pas, ça fait de la vie, ça fait du soutien. Oui, évidemment, les étudiants sont beaucoup moins seuls aussi. Là, On constate qu'il y a beaucoup de personnes pour qui la séance d'accueil est obligatoire. Donc, c'est intéressant. Je me demande, est-ce qu'il y a des étudiants qui continuent à ne pas se présenter malgré tout? Ben là, il y en a qui ne peuvent pas y accéder si c'est obligatoire. Mais nous, dans le fond, ça n'a pas un impact sur leur cours en tant que tel. Donc, je me demande à quel point, nous, dans le fond, si c'est une bonne chose de le faire de façon plus... Je ne sais pas si ça serait réaliste dans notre contexte, là. Non, c'est correct. C'est que... c'est une autre question. Oui. D'autres suggestions, des questions, des commentaires, ou est-ce que c'est une pratique qui est répandue dans vos milieux? Vous pouvez utiliser le clavardage, bien entendu, lever la main via Adobe Connect, ou aller directement au téléphone. Carré 6 sur votre clavier téléphonique si vous voulez prendre la parole. Ah, super. Lynn qui dit merci pour les idées. Même si j'enseigne en classe, je compte intégrer quelques idées particulièrement pour l'accueil. Oui, je pense que c'est intéressant en effet. Il y a des choses à faire pour les projets qui sont comme en cohorte en quelque sorte là, en classe. Il y a des choses et je suis sûr que là-dedans il y a des pratiques qui sont bonnes pour tout cours en fait. Oui, et finalement que l'agenda super safe, même quand on fait réunion présente, c'est super génial pour gérer les étudiants. Tout à fait. Oui. Il reste encore 2 minutes. Suggestions, questions, commentaires? Ah, il voudrait remettre le contact. J'ai pas le contrôle, Alain, pour avoir la dernière... OK, bon. Voilà pour le contact. Donc, on avait d'autres suggestions de questions. C'est sûr que là, on est à 29, donc on laisserait peut-être plus, si jamais il y a d'autres personnes qui ont des commentaires, questions pour nous. Sinon, comme on disait au début, si vous avez des commentaires, questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça va nous faire un grand plaisir de partager nos idées et échanger avec vous, vraiment. Continuer cette conversation. Oui, tout à fait. Merci pour les beaux commentaires. On se fait un Zoom. On va faire un Zoom. Parfait.
Alors, il reste quand même 26 participants et la majorité sont partis. Ça a monté jusqu'à 51 branchements Adobe Connect, 70 audio. Un atelier extrêmement populaire. 16h29, une minute. S'il y a encore des gens qui sont en ligne avec nous, suggestions, questions, commentaires, votre pratique à vous, de votre côté. Gênez-vous pas. Mais on remercie tout le monde de nous remercier, là, vraiment. Merci d'avoir été là, puis on est très, très contents. Mais oui, on aime ça. On aurait aimé vous voir. Oui, une prochaine fois. Alors, ça met fin à la formation. Un énorme merci à l'équipe du Cégep à distance, Marie-Michel Réaume, Fanny Faquin, Sabrina Boisvert et Philippe Mangel. Merci pour votre implication pour la formation, le généreux partage d'infos. Oui, Stéphanie, t'as levé la main? Ça va être une autre, Stéphanie. Non, c'est drôle. Je t'ai vu lever la main, je ne sais pas, tu me montrais peut-être que tu avais une montre. On va remercier à tout le monde. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous vous gênez absolument pas. Vous nous contactez, vous pouvez contacter Mme Réaume directement à l'adresse qui est là. Je vous remets encore une fois l'adresse du REFAD pour obtenir le lien vidéo, obtenir le document de présentation et le clavardage intégral. On vous invite également à nous faire parvenir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Et on en profite pour remercier le CEDAF, Lise Chauvineau et l'équipe du CEDAF pour l'enregistrement vidéo qui devrait être disponible bientôt. C'était un excellent atelier, un très très beau projet. Et je laisse le mot de la fin justement à l'équipe du Cégep à distance. Je vous remercie encore d'avoir été là. Vraiment, on était très contents, fiers de vous présenter ce projet. Puis encore une fois, ça va nous faire un grand plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là et le projet en général, toutes nos mesures d'encadrement. Donc vraiment, et on a bien hâte de vous revoir.